à toutes et à tous. Il est l'heure maintenant de lancer la table ronde sur les indispensables de la chaîne de sécurité face aux nouvelles menaces du web. Et c'est vrai qu'en termes de cybersécurité, l'heure est plutôt à la mobilisation générale, comme cela avait été rappelé lors des assises de la sécurité en octobre dernier, où d'ailleurs on avait découvert quelques statistiques que je souhaite repartager avec vous pour cette introduction de la table ronde. En 2016, on a enregistré en Europe plus de 4000 cyberattaques quotidiennes au moyen de ce qu'on appelle un ransomware ou un rançongiciel pour les fans de la langue de Molière. Et 80% des entreprises européennes ont connu au moins un incident en matière de cybersécurité en 2016. Dernière statistique partagée lors des assises de la sécurité, c'est l'impact économique, la vision sur le business, qui durant les 4 dernières années a quintuplé. Donc tout le monde réagit, à commencer par les pouvoirs publics, les institutions. L'Europe a par exemple annoncé lors de l'état de l'Union en septembre dernier la création d'une agence européenne de cybersécurité. Mais c'est surtout les entreprises qui doivent s'organiser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement de fond qui est radical en termes de cybersécurité. C'est là où il y a de nombreuses années, on faisait face à des petits groupes de hackers qui cherchaient la prouesse technologique, qui cherchaient à être les premiers à identifier cette faille zero day pour la petite gloire dans leur microcosme. Aujourd'hui, malheureusement, on fait face à des groupes de hackers organisés, professionnalisés, et dont le but n'est autre que de dérober, de détruire ou de rançonner les entreprises pour récupérer de l'argent. Dernière statistique que je voudrais aussi partager avec vous, c'est une étude d'Accenture qui avait été publiée en octobre dernier, toujours une forte actualité durant ce mois d'octobre avec les assises de la sécurité. Accenture a interrogé plus de 2000 spécialistes de la sécurité IT dans le monde et en était arrivé à la conclusion qu'une entreprise subit en moyenne 130 violations de sécurité par an. Donc l'heure est effectivement à la mobilisation générale. L'actualité de la semaine dernière avec Uber qui a reconnu avoir déboursé 100 millions de dollars par rapport au vol des données sur ses utilisateurs. L'heure est effectivement à la mobilisation générale puisqu'il y a un enjeu majeur sur le business. Et donc l'objectif de cette table ronde est de partager avec vous des retours d'expérience, des bonnes pratiques. Et pour cela, nous avons donc 3 intervenants que je vais laisser se présenter tour à tour. D'abord, Monsieur Layus de l'ESCPO. Oui, donc je suis Christophe Layus du groupe ESCPO. Alors le ESCPO, c'est une école de management qui est membre de la conférence des grandes écoles en France. Donc nous, on a une particularité, on est dans le monde de l'enseignement, on a une particularité, c'est qu'on a des étudiants. Donc on offre des services pour à peu près 2000 personnes. Donc on est une PME d'une centaine de personnes, mais qui offront des services en termes de système d'information pour 2000 personnes. Et donc on a un certain nombre de challenges à relever. En particulier, on donne accès à des ressources informatiques à partir de postes qu'on ne maîtrise pas, et pour des gens qui ont des pratiques qui sont assez joueurs. Enfin, on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Monsieur Vanneville. Oui, donc Sébastien Vanneville, RSSI pour le groupe SPI Batignolles, donc un groupe de construction. Aujourd'hui, c'est environ 8000 collaborateurs, environ 4000 utilisateurs de l'IT. La fonction de RSSI au sein de SPI Batignolles est assez récente puisqu'elle date d'un peu moins de 2 ans et nos enjeux sont effectivement de répondre aux nouvelles contraintes réglementaires et de développer en tout cas l'image que peuvent avoir nos utilisateurs de la sécurité IT au quotidien et des moyens qu'on a pour les accompagner. Et Monsieur Sabatier. Donc bonjour, Pascal Sabatier, RSSI pour l'hôpital d'Aix-en-Provence et un ensemble d'hôpitaux proches d'Aix, au sein d'une communauté hospitalière de territoire. Donc là, moi, je suis sur le secteur santé, avec une spécificité propre à la santé qui est qu'on traite essentiellement des données médicales qui ont une connotation, enfin en tout cas des contraintes de confidentialité supérieures à la donnée personnelle classique. Donc au jour d'aujourd'hui, les hôpitaux se mettent en ordre de marche par rapport à la sécurité, pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce qu'ils sont contraints de le faire. Alors on parlait tout à l'heure des contraintes ministérielles qui pleuvent, sont transposées au ministère de la Santé également, et tout ce qui est poussé par l'ANSSI, à un moment donné, arrive sur le ministère de la Santé et est décliné chez nous. Donc voilà, aujourd'hui, les hôpitaux, qui sont des cibles identifiées désormais, sont tenus de s'armer par rapport à ces nouvelles menaces.
Voilà, on est plus en prévision, on est plus à prévenir que guérir. La sécurité est désormais ancrée dans la vision de vos différentes DSI, donc ça c'est quelque chose qui est essentiel et on va pouvoir partager ensemble les bonnes pratiques. Alors pour lancer cette table ronde, ce que je vous propose, c'est de revenir sur l'événement qui a sans doute le plus marqué l'année 2017. Souvenez-vous, on est le vendredi 12 mai et le monde entier découvre l'existence du ransomware WannaCry. Donc WannaCry qui est une cyberattaque mondiale et qui allait toucher des entreprises majeures françaises comme Renault. Des milliers de PME allaient être infectées, certaines institutions et pouvoirs publics. WannaCry, c'est plus de 300 000 ordinateurs qui ont été infectés dans 150 pays. Moins connu, moins médiatisé peut-être, mais beaucoup plus grave, qui arrivait juste après, c'était Petya ou NotPetya, qui, de façade, était un ransomware, qui bloquait vos données pour vous rançonner, mais qui, au fond, n'était qu'un wiper, comme je l'ai découvert en préparant cette table ronde, puisque la récupération des données n'était absolument pas prévue dans le code. Et ça a conduit, d'ailleurs l'actualité, la semaine dernière, nous l'a encore montré, FedEx, le groupe bien connu mondial de logistique, a publié ses comptes et a donc annoncé que l'impact de Petya sur sa filiale TNT Express grevait les comptes de 300 millions de dollars. TNT Express, souvenez-vous, donc infecté par Petya, pas de possibilité de récupérer les données, a annoncé que l'activité avait été rétablie le 21 septembre 2017 seulement, pour publier donc mi-novembre 2017 un impact financier de 300 millions de dollars. Et moins loin, puisque là on est quand même sur des groupes mondiaux, mais moins loin, une très très belle entreprise française que vous connaissez tous, qui est Saint-Gobain, a également été touchée par Petya, et je crois que nous avons quelqu'un à la table ronde qui l'a vécu de près. Alors effectivement, le groupe Spiatial travaille en priorité avec Point P régulièrement, et on a donc, nos opérationnels ont subi au quotidien les contraintes suite à cette attaque. On a vu réapparaître les bons vieux carnets à souche. On a vu les opérationnels de Point P communiquer avec leurs adresses mail perso, leur téléphone perso, ralentir, faire tout ce qui était dans leur possibilité pour ne pas bloquer les processus de commande de livraison, mais aucun état de stock, aucune possibilité de visualiser des commandes qui sortaient de notre ERP. Donc une double gestion en parallèle, et ce pendant plusieurs semaines. Alors effectivement, les équipes ont eu le choc en face. Par contre, ça leur a coûté énormément, même si l'image s'en est retrouvée quand même pas tellement dégradée au final. Alors l'impact sur Saint-Gobain, pour être très précis, c'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires au final sur les comptes, et ça a grévé le résultat de 80 millions d'euros, cette affaire. Et comme FedEx, le plus grave finalement, c'est que ces entreprises reconnaissent ensuite à demi-mot que plusieurs mois après, l'activité n'est pas encore au même niveau qu'avant. TNT Express l'a reconnu, en disant que c'était rétabli, mais pas au même niveau qu'avant. Donc il y a vraiment des conséquences financières et des conséquences économiques qui peuvent être très très graves. Et du coup se pose une question de fond finalement, c'est comment dans une DSI vis-à-vis de cette sécurité web doit-on appréhender les coûts de la conséquence éventuelle, les coûts de l'attaque versus les coûts supplémentaires de la protection qui n'arrêtent d'augmenter. Du coup, quels sont vos retours d'expérience là-dessus, Monsieur Sabatier ? Alors, l'actualité des derniers mois, des dernières années nous aide pas mal. En tant que RSSI, c'est vrai que justifier des budgets sécurité il y a encore 6 ans, on est passé pour des gens qui criaient un peu au loup et c'était compliqué. Là, je dois avouer que c'est beaucoup plus facile. Depuis 3 ans, les cryptolockers, on parle de WannaCry, mais il y en a eu d'autres qui sont arrivés progressivement et qui sont de plus en plus intelligents. Ça marche. Moi, je remercie ce genre de produit tant qu'on n'est pas trop impacté. Voilà, je veux dire ça comme ça, c'est que si vous le prenez mais qu'il ne faut pas trop mal, c'est bien parce que ça mobilise un peu les esprits. Et malheureusement, moi, ce que je constate, c'est ça, c'est que vous avez beau en parler, si ça passe pas près de vous ou si vous le prenez pas dans la figure, vous avez du mal à mobiliser les équipes. Donc nous, ce qu'on fait, pour faire avancer les choses et justifier des budgets autour des éléments de sécurité, c'est ça, c'est aller chercher des éléments proches de nous. Moi, sur Aix, on a eu, c'était en 2015, un laboratoire privé qui ne dépendait pas de l'hôpital, mais qui s'est fait hacker.
Alors que moi, j'étais en train de galérer à justifier des budgets pour faire des tests d'intrusion chez nous, en disant ça coûte de l'argent, etc. Les pirates sont rentrés, ils ont exfiltré de la donnée sensible du labo, puisque ça contenait des sérologies, notamment HIV, des choses comme ça. Ils ont menacé de publier. Le labo, donc c'est compliqué pour eux, puisqu'ils ont. Moi, je suis un peu de loin parce qu'ils m'ont demandé d'intervenir. Au bout du bout, ils s'en sortent pas trop mal. Et au bout du bout, moi, je m'en sens encore mieux, c'est que ça m'a permis de dire, finalement, vous voyez, nous, on a de la donnée médicale aussi, on a aussi des données de laboratoire, mais on a aussi de la radio, on a aussi de la cancéro, etc., etc. Et là, j'ai eu un chèque en blanc, quoi. Grosso modo, ça m'a permis d'avancer très, très facilement. Donc, c'est malheureux, mais dans le domaine de la sécurité, c'est l'exemple proche qui fait bouger les choses. C'est quand on se fait peur, effectivement, de près que ça peut faire bouger les choses. Et vous, Monsieur Laïus, c'est pareil, une fois que les budgets sont débloqués, qu'il y a un peu de sécurité qui vient en complément du marketing et de la communication de l'école, quelles sont les bonnes pratiques de votre côté ? Oui, donc en effet, chez nous, la sécurité, c'est pas quelque chose qui vient en premier. Voilà, qui vient à l'idée de nos directions le matin en se levant. Donc du coup, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est d'essayer de limiter le périmètre. On sait que des attaques, il y en a eu, il y en aura. Donc l'idée, c'est qu'on essaie de limiter le périmètre de ces attaques, le périmètre potentiel des dégâts qui pourront être faits, en limitant, en contraignant ce à quoi les gens ont accès. L'idée, c'est si vous maîtrisez bien vos données, si vous maîtrisez bien vos droits d'accès sur vos espaces de partage, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un espace de partage, vous pourrez être sûr que si une personne un jour se prend un cryptolocker, vous saurez exactement qu'est-ce que vous devez restaurer. D'accord ? Si vous ne maîtrisez pas vos données, vous ne savez pas exactement quels sont les droits que vous avez mis sur vos arborescences, vous ne savez pas quand quelqu'un part à la retraite, qui c'est à qui vous avez donné les droits par la suite, etc. Enfin, si vous ne maîtrisez pas ça, vous vous retrouvez le jour où vous êtes attaqué par plus savoir trop quoi restaurer, et même si vous restaurez une partie des choses, peut-être que vous allez retrouver un an après avec une donnée qui est utilisée une fois par an et que vous aviez oublié de restaurer, mais que la personne en question qui avait été infectée avait infecté par mégarde. Donc du coup, nous, en fait, le plus gros effort que nous faisons, c'est vraiment sur la maîtrise des données, savoir qui a accès à quoi, pour essayer de contraindre au maximum l'étendue que pourrait avoir une attaque potentielle. Donc ça nous est arrivé, on a eu une attaque, ça a été rare, mais à chaque fois on a pu restaurer très rapidement et sans avoir de perte de données, quoi. Donc ce qu'on en retient, c'est un juste accès à la ressource informatique, pas d'accès trop large, pas d'accès négligé à la ressource informatique, ça c'est important. Je pense que ce qu'on peut aussi conclure de ces premiers partages d'expérience, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver très très près de chez soi, voire même chez soi. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut tenir compte de ces frayeurs qu'on peut se faire pour arriver à ce que des budgets soient débloqués et fassent avancer la prévention de ces menaces, puisque le coût et les conséquences économiques de l'attaque seront systématiquement supérieurs au coût de la protection. Du coup, je voudrais enchaîner sur un autre événement de sécurité de l'année 2017 qui, je pense, nous a tous aussi marqués, d'autant plus qu'on l'a découvert un mois après, c'était CC Cleaner, cet outil bien répandu, dont la version du mois d'août avait été infectée. Donc une application a priori, entre guillemets, sûre, n'est pas exempte d'être infectée par un programme malveillant. Donc souvenons-nous, CC Cleaner, version du mois d'août, annoncé finalement qu'au mois de septembre, avait infecté 700 000 personnes dans le monde, et des entreprises majeures comme Microsoft, Google et Samsung avaient reconnu avoir été infectées. Donc du coup, les menaces sont de plus en plus sophistiquées, elles sont de plus en plus élaborées, elles exploitent de plus en plus une ingénierie vis-à-vis de l'utilisateur final pour lui dérober son attention, sa vigilance. Et donc face à des menaces aussi sophistiquées qui utilisent des logiciels a priori sûrs, comment réagissez-vous face à ces menaces et dans votre chaîne de sécurité ?
Alors, en ce qui nous concerne, nous, on essaye de multiplier les briques de sécurité. Hein. Donc, Olfeo va gérer la partie proxy filtrant, mais on va avoir forcément un firewall, voire 2 firewalls, pour avoir de la haute disponibilité, on va avoir de l'anti-spam, on va avoir du WAF, enfin, etc. Donc ça, après, c'est en fonction de mesure de vos budgets que vous arrivez à justifier au fur et à mesure du temps. On parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que l'autre avantage des budgets, c'est que une fois que vous l'avez obtenu, c'est un peu un phénomène de cliquet, donc vous actez que cette dépense, il faut les reconduire. Donc après, chaque année, vous arrivez un peu à avoir un peu plus. Et donc nous, ce qu'on essaye d'avoir, c'est, puisqu'on ne peut pas tout voir, en tout cas pas tout bloquer, c'est essayer de voir ce qui se passe. Donc on travaille aujourd'hui beaucoup sur la remontée de logs des différents équipements de sécurité, dont l'Olfeo, mais pas que, sur un SIEM, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe quel est le comportement normal et anormal depuis le réseau ou un poste de travail. Voilà. C'est le gros chantier, nous, du moment. Très bien, j'imagine qu'à l'ESCPO, avec vos utilisateurs fantaisistes, il y a aussi des conséquences. Ils ne sont pas fantaisistes, ils sont joueurs, ils sont jeunes. Nous sommes tous jeunes, mais eux, ils sont plus jeunes que nous encore. Oui, en fait, le CEPO, oui, un étudiant, lorsqu'il utilise une machine libre service et qu'il a la chance de tomber sur un mail un mail qui est réputé conduire vers quelque chose qui est malveillant, il essaye, parce qu'en effet, c'est une machine libre service, c'est pas son PC perso, donc du coup, en effet, on a des pratiques qui sont un petit peu à risque chez nous. Donc pour éviter ça, en effet, tous les postes de travail que nous maîtrisons, on les maîtrise vraiment. C'est-à-dire que les gens ne sont pas administrateurs des postes, qu'on fonctionne sous forme de liste blanche d'applications. Donc le CC Cleaner ne pourrait pas s'exécuter si on ne l'a pas validé, essayé pendant un certain temps sur la batterie des utilisateurs de tests que nous utilisons, etc. etc. Donc on essaye au maximum de contraindre les postes. Et on va même au-delà, puisque chez nous, on ne développe pas d'ordinateur portable, parce que l'ordinateur portable d'entreprise devient très très vite un objet de frustration lorsque l'usager la ramène à la maison et qu'il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Or, nous, si on veut garantir la sécurité de l'usager, de ses données et des données d'entreprise, donc, on ne peut pas lui laisser faire ce qu'il veut sur son ordinateur portable. Donc c'est pour ça que nous, en particulier pour les membres du staff et les professeurs, ils n'ont pas de portable, ils utilisent leur device personnel, mais on leur met à disposition l'accès à leur poste de travail de n'importe où dans le monde. D'accord ? Donc le poste de travail que nous maîtrisons, sur lequel ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, sur lequel les données sont maîtrisées, sur lequel les applications qu'on peut lancer sont maîtrisées, ce poste de travail, on le rend accessible de n'importe où dans le monde, depuis le device de leur choix. D'accord ? Donc ça limite les frustrations d'avoir un portable d'entreprise qu'on se trimballe partout, mais ça permet d'avoir la sécurité que l'on peut exiger dans une entreprise. Alors, une organisation bien ficelée, mais j'imagine que chez SPI Batignolles, avec pas mal de collaborateurs sur le terrain, ça doit être compliqué. Alors effectivement, et pour plusieurs raisons, effectivement, on a 4000 collaborateurs qui sont implantés un peu partout sur le territoire national, qui construisent des ouvrages, des infrastructures où le réseau est peu présent. Et donc, faire de la limitation sur liste blanche, c'est absolument pas applicable dans notre métier, malheureusement. Donc, on a besoin, effectivement, d'être assez ouvert. Et à côté, on travaille beaucoup sur la partie culture sécuritaire au niveau de nos collaborateurs. On travaille sur de la communication interne à travers des fils Yammer, à travers des briques supplémentaires. Et on en parlera tout à l'heure, sur le facteur humain, nous, pour nous accompagner et avoir cette réactivité avec des exemples de la vie de tous les jours et pas que sur le domaine professionnel. Voilà. Et lors de la préparation de la table ronde, vous m'aviez effectivement parlé du chèque Ikea, qui a été une arnaque récente, qui avait bien fonctionné. Une arnaque Facebook, effectivement, qu'on a relayée, parce que c'est en confrontant les gens sur le risque au quotidien, sur lequel ils s'exposent de manière personnelle, qu'on pourra les accompagner à faire prendre conscience des risques auxquels ils exposent l'entreprise en cliquant sur un lien de phishing ou en cliquant sur des URL malveillantes. Après, il reste quand même les solutions de sécurité et les règles de filtrage qui nous aident quand même beaucoup au quotidien. Ouais, je crois que c'est une caractéristique commune, pareil, qui était ressortie dans la préparation, c'est ce côté où vous intervenez tous finalement régulièrement sur les règles de filtrage. Il n'y a jamais rien de figé, c'est en constante évolution pour s'adapter aux nouvelles menaces, aux nouveaux usages. Très bien, et du coup, tout cela amène aussi une autre question, et c'est pareil, je vais me servir d'un exemple de l'actualité pour lancer le sujet.
c'est cette actualité liée à Deloitte, pareil, qu'on a tous découvert en septembre dernier. Donc Deloitte, un des cabinets d'audit les plus connus dans le monde, qui dispose même d'un centre interne de cyberintelligence, qui reconnaît du coup avoir été piraté, avoir eu des accès illégitimes qui ont impacté des données clients. Et finalement, Deloitte a essayé de vite fait passer sur le sujet, mais quand on a creusé, et notamment dans un des papiers du Guardian, on a découvert en fait qu'ils avaient identifié les accès illégitimes en mars 2017, que ces accès remontaient au mois de septembre-octobre 2016, et en fait le Guardian révélait que c'était lié à un seul mot de passe administrateur qui avait donné un accès à tout. Donc, pas du tout de redondance de la sécurité, pas d'authentification à double facteur comme on peut déjà nous l'avoir à titre personnel. Donc, une vraie centralisation finalement de droits très très important sur le système d'information interne, sur un seul équipement, un seul compte. Donc du coup, ça pose une question de fond qu'on va essayer de partager avec vous. C'est en termes de sécurité, tous ces œufs dans le même panier, ça peut être très très risqué. Donc pour démarrer, Monsieur Sabatier, je crois que vous aussi vous avez un avis sur le sujet. Oui, alors ce que j'ai abordé un peu le sujet tout à l'heure, mais c'est que nous on essaye d'avoir le meilleur équipement ou la meilleure solution par fonction. Donc ça affronte ces deux thèses. Il y a soit vous prenez un UTM qui embarque en un équipement toutes les fonctionnalités, soit vous dissociez les fonctions. Voilà, je fais un parallèle avec le monde de l'AIFI. Vous avez soit un tout en un, soit vous allez avoir l'ampli, les enceintes, etc., etc. Donc là, nous, on est plutôt dans partisan d'isoler les fonctions et d'aller chercher ce qu'il y a de mieux dans le domaine, dans la mesure où on peut le budgéter. Et ça vous sécurise d'un point de vue, en tant qu'RSSI, c'est s'il y a quelque chose qui est passé à travers le premier équipement, peut-être que le deuxième le verra. Donc de la même façon qu'on dit, s'il vient d'avoir 2 antivirus, au niveau de la passerelle web, et puis un différent sur les postes de travail, on peut appliquer cette logique-là à l'ensemble de l'infrastructure. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui nous a permis de lever à plusieurs reprises des dysfonctionnements. Par exemple, des accès web particuliers qui se font la nuit alors que normalement il n'y a personne à ce moment-là. Ça peut être de la requête DNS avec des formats particuliers, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le gros risque en entreprise d'exfiltration de données, c'est par la requête DNS. Donc voilà, ce genre de choses qui sont surveillées, soit par un proxy filtrant, soit par un firewall qui est en coupure derrière, etc. Donc c'est important, je pense, d'essayer d'aller chercher, par rapport à votre besoin, le mieux disant par rapport au secteur que vous voulez protéger, quoi. Le mieux disant est également identifier tout éventuel point de faiblesse qu'il pourrait y avoir dans cette répartition des différents outils de la chaîne de sécurité. J'imagine que vous aussi, à l'ESCPO, en termes de prévention, vous êtes plutôt à répartir ? Oui, exactement. Donc on répartit. Voilà. En effet, on a plusieurs outils de sécurité et en effet, on essaie d'utiliser le meilleur des mondes à chaque fois. Et on essaye aussi de cantonner les gens. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a les mêmes principes sur les réseaux. C'est-à-dire nos réseaux sont isolés. On ne va pas mettre les machines d'invités des étudiants sur les mêmes réseaux que les réseaux des collaborateurs ou des professeurs. Même les étudiants entre eux, au sein du réseau des invités, ne peuvent pas avoir des machines qui communiquent entre elles. Justement pour éviter qu'une machine d'étudiant vienne infecter les machines des petits copains à côté si elles ne sont pas protégées. Donc l'idée, c'est à chaque fois d'essayer de donner un strict accès aux ressources, de faire en sorte de garantir que les flux qui passent sont les seuls flux que l'on veut le voir passer, et surtout d'être capable de détecter à chaque fois qu'il se passe quelque chose de particulier. Donc du coup, on surveille les logs, on a des automates qui surveillent les logs et qui nous remontent à chaque fois de l'information lorsqu'une machine est infectée ou autre. Alors la plupart du temps, lorsque les machines sont infectées, ce sont des machines d'étudiants. La plupart du temps, à chaque fois, on les avertit du fait que leur machine est infectée. Après, vu que ce sont souvent les mêmes qui remontent, qui reviennent, ça veut dire qu'ils ne font pas beaucoup d'actions derrière ou qu'ils ne font rien de particulier pour protéger leur machine. Mais en tout cas, on essaie de les sensibiliser sur le fait que leur machine est infectée et qu'ils peuvent représenter un danger pour une communauté. Pas la nôtre parce qu'on essaie de l'isoler, sa machine, mais par contre, une autre communauté dans laquelle il pourrait se retrouver pourrait constituer un danger pour la communauté de machines. Voilà.
Je crois que ça exige vraiment d'avoir une vision finalement de cette pyramide des outils de la sécurité avec des fonctions vitales de survie qui sont couvertes et puis ensuite de plus en plus des fonctions expertes qui se complètent. J'imagine que chez SPI Batignolles, c'est un peu dans le même cas, la même organisation. Oui, je ne vais pas redire ce que mes confrères disent, mais effectivement, on a tous compris que dans les enjeux, l'enjeu de mixité, c'est important. Aujourd'hui, on a besoin d'être très réactif sur le terme de détection, quels que soient les moteurs et quelles que soient les solutions qu'on utilise, que ce soit la solution Olfeo ou d'autres, on sait que les URL malveillantes ne sont détectées qu'à un certain laps de temps après leur apparition et pas de la même façon sur tous les environnements. Effectivement, mixer cette technologie, ça permet d'être plus réactif sur les attaques de type 0D et d'avoir surtout un arsenal qui soit le plus rapidement possible applicable et d'éviter une propagation non maîtrisée, parce que demain, 4000 postes impactés, ce serait très compliqué pour nous. J'imagine. Donc on est bien là dans la prévention. Et justement, je pense qu'en termes de prévention, ce qui va compter de plus en plus, c'est la prévention, ou plutôt la sensibilisation auprès de l'utilisateur final, puisque chez Ikea, on voit bien que les dernières tactiques des ransomware développent vraiment ce côté d'ingénierie sociale, cherchent à exploiter l'humain, la faille humaine. Donc du coup, se pose une question de fond, finalement. L'humain est-il un maillon faible de la sécurité ou un maillon fort ? Alors si chez vous c'est un maillon fort, je veux bien vous les prendre. Donc chez nous en effet, comme partout ailleurs, je pense, l'usager est le maillon faible. Alors une particularité du monde de l'enseignement et en particulier l'enseignement supérieur, c'est que l'école est quelque part la seconde maison de nos étudiants. Et dès lors que l'école constitue leur seconde maison, ils ne comprennent pas qu'ils puissent être contraints à l'école alors qu'ils ne sont pas contraints à la maison. Ça a commencé par, il y a quelques années, Facebook, où au début on avait Olfeo, on filtrait des outils comme Facebook, et très vite les entreprises se sont mises à utiliser Facebook pour leur communication institutionnelle. Donc du coup, il était très très difficile d'interdire à nos étudiants d'accéder à Facebook. Bien entendu, ils accédaient à Facebook, pas pour aller sur le site de Coca-Cola, mais pour aller sur le site de Beuvry de la veille, mais voilà, on ne pouvait pas leur interdire. Et c'est le cas de plus en plus aujourd'hui. C'est quelque chose qui devient très très contraignant, et en particulier dans l'environnement qui m'intéresse. L'usager ne comprend pas qu'on ait besoin de contraindre, ne comprend pas qu'une entreprise a besoin de sécuriser ses données, a besoin de le sécuriser lui-même et de sécuriser ses données personnelles. Et donc du coup, c'est vrai que c'est une bataille permanente. Et si on essaie de contraindre, on va la perdre. Donc, c'est pour ça qu'on était intéressé par une démarche que nous a présentée Olfeo il y a quelques temps. Alors, on en faisait un peu sans le savoir, on faisait comme de la prose sans le savoir. On est entré dans une démarche de sécurité positive. Donc, on est en train de travailler avec Olfeo sur la mise en œuvre d'un nouveau concept, donc de sécurité positive. L'idée étant de ne plus contraindre l'usager, mais plutôt de dire à l'usager, tiens, tu essaies d'accéder à cette ressource-là, attention, je te mets une page qui te dit, bon, dans le cadre de tes études ou de ton activité à l'école, est-ce que juste que c'est vraiment nécessaire d'aller là ? Ou tu vas accéder à ce site risqué, je te dis que c'est risqué, est-ce que tu veux vraiment y aller ? D'accord ? Donc l'idée, c'est de ne plus le contraindre. De toute façon, si on le contraint, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser sa 4G, et puis il va faire un hotspot personnel, et puis il va accéder aux ressources. Donc on ne peut pas le contraindre. Donc du coup, plutôt que de le contraindre, on va essayer de l'éduquer, de lui faire comprendre les enjeux. Et pour nous, établissement d'enseignement, c'est très très important, parce que lorsqu'il va arriver à l'entreprise, il faut qu'il ait compris ça. Il faut qu'il ait dans ce bagage le fait qu'il faut être sensible à la sécurité, il faut être sensible au fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un téléphone ou avec un dispositif connecté à Internet. Donc cette démarche de sécurité positive, vous, Monsieur Sabatier, 4500 agents autour de vous, comment les sensibilisez-vous ? C'est dur. Alors c'est dur parce que
Ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, c'est que dans un hôpital ou dans des hôpitaux, vous avez tous les métiers de la terre qui vont depuis l'ambulancier, le plombier, l'électricien, puis la partie médicale. Donc vous avez une population qui, puis des services administratifs comme n'importe quelle entreprise. Donc chacun y va de son idée. Et le noyau dur, on va dire, c'est la partie médicale, mais ça, je pense que c'est vrai dans d'autres secteurs d'activité, c'est que du moment que vous mettez de la sécurité qui va pénaliser le business, l'exercice de la fonction, il y aura contournement. Donc, vous pouvez mettre toutes les passerelles de sécurité que vous voulez. À un moment donné, ça va sortir. Vous allez avoir, comme moi j'ai le cas, des médecins à qui on rabâche la sécurité, la confidentialité médicale, c'est important. Et ils font du partage sur ODrive pour se passer des dossiers patients. Donc voilà, donc on rattrape ce genre de choses parfois. Ou ils envoient une photo d'une radio parce que ça va pas assez vite avec le message sécurisé. Ils font une photo sur le smartphone et ils l'envoient par SMS. Donc là, ça, on ne peut pas le gérer autrement que par de la sensibilisation. Et donc c'est un énorme travail sur la sécurité. C'est d'autant plus dur que pour le justifier en termes de retour sur investissement, autant vous achetez un firewall et vous dites, bah voilà, là, on est isolé de ça, et puis c'est tangible, on peut aller dans la salle informatique, le montrer à un directeur, il peut le toucher. Quand vous lui dites, bon, bah, on va faire 2 journées de sensibilisation sur le personnel, il vous dit, oui, c'est quoi le ROI, quoi. Enfin, comment je fais pour mesurer ce genre de choses? Ça repose beaucoup sur la personnalité et de la communication que vous allez faire vers les boards de direction. Donc, typiquement, on fait la même chose que ce qui est fait à l'ESC. On est plutôt dans la logique de pas bloquer et plutôt ouvrir. On a mis en place ce qu'on appelle les quotas. Donc, nous, d'un certain nombre, par exemple sur YouTube, d'un certain volume, on nous dit, vous êtes sûr que vous voulez continuer parce que c'est quand même 1 heure que voilà, c'est plutôt dans cet ordre-là. On l'a ouvert qu'à un certain pan de population parce que nous, notamment, faut savoir que dans le domaine, les médecins ont beaucoup de présentations qui sont mis à disposition sous forme de diaporama sur YouTube. Et on ne peut pas leur empêcher. C'est vrai que la première fois que j'ai un médecin qui m'a appelé en disant, tiens, je reçois un patient, je veux l'opérer de ça, il faut que je regarde comment on fait. Je dis, ah bon? Voilà. Hein, mais bon, c'est ce genre de choses qu'on peut avoir à gérer. Donc là, nous, dans la logique de la sensibilisation, ce qu'on fait aussi, ça va être par exemple, envoyer un faux spam avec une fois, on a un CE qui fait gagner des voyages chaque année d'ailleurs, et donc j'avais dupliqué le site web du CE, j'ai envoyé un faux mail en disant 1 semaine au ski à gagner, et puis après on compte les points, quoi. Donc on voit qui vient se connecter, qui déjà a cliqué sur le lien, avec un site avec un nom absolument abominable, enfin je veux dire qui n'a rien à voir avec le site du CE, puis après site entrez votre données personnelles, et puis là on voit jusqu'où vont les gens. Ça permet de faire du reporting, j'allais dire en disant attention, vous voyez, il faut sensibiliser les gens parce que sur 2500 personnes, on a 10% de gens qui ont cliqué, et dans les 10% qui ont cliqué, on a 50% des gens qui vont jusqu'à donner un numéro de portable, nom, etc. Donc on n'est pas au bout de nos peines, donc il faut nous aider, et c'est comme ça que nous, on essaye d'avancer sur le périmètre santé, quoi. Oui, il y a un vrai enjeu de sensibilisation, et des fois il faut prendre le contre-exemple pour éduquer, en leur montrant ce à quoi ils sont confrontés, mais sans conséquence, et pour prévenir, parce qu'on est toujours dans cette logique de prévention. En fait, une mesure de sécurité, elle est comprise que si vous l'expliquez. Donc ça, déjà, s'il y a l'acculturation à la sécurité, elle est nécessaire. Et ça marche si vous arrivez un peu à responsabiliser les gens par rapport à leur périmètre. Donc ça, c'est le dernier point, c'est que si vous arrivez à dire « attention, ce que tu fais là, ça t'impacte toi, mais ça n'impacte pas que toi, ça va impacter le service d'à côté parce que tu n'as pas fait gaffe, tu as cliqué. » Et là, le serveur de fichiers, on a 30% des fichiers qui sont plantés, et ça impacte la cardio parce qu'ils n'ont plus accès au compte rendu. Et ça, cette traçabilité, ça fait un peu bouger les lignes. Donc on essaye de les responsabiliser en disant bon, si vous faites ça, on ne va pas vous taper sur les doigts. Donc ça, c'est parce que les gens avaient peur d'appeler au départ pour ça, en disant j'ai cliqué, c'est pas moi, j'étais à l'ordinateur, je vais prendre un café, on verra bien ce qui se passe. Non mais donc voilà, c'est un peu ça. Alors, on essaye de dire attention. Déjà, on a mis en place une boîte aux lettres alerte spam en interne. Quand vous avez un mail, vous nous l'envoyez. Nous, on a les outils pour voir ce qu'il y a derrière. Et on préfère une alerte, un faux positif que... voilà. Donc on essaie de dire on est là pour vous aider, d'un point de vue de sécurité, on n'est pas là pour taper sur les doigts. Sur la cible, effectivement, ce qu'on dit, c'est d'arriver à avoir des veilleurs en interne, peut-être des gens qui vont
même si je sais que le 100% ne sera jamais atteint et qu'on aura toujours 10% en moyenne de gens qui vont rester des maillons dangereux ou faibles. Mais c'est vrai qu'avec des maillons forts qui démarrent dans la chaîne, on se donne des moyens de sensibiliser plus vite parce qu'il y a des collègues impliqués qui, eux, sont plus sponsors de cette prévention. Justement, chez SPI, comment faites-vous pour responsabiliser vos utilisateurs ? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, le facteur humain reste un maillon faible. Il y a deux facteurs humains. Il y a l'utilisateur, mais il y a aussi toutes les équipes IT qui sont peut-être encore les plus dangereuses parce que leur privilège ouvre le droit justement de destruction très important. Donc c'est vrai qu'on communique nous énormément. Aujourd'hui c'est la voie qu'on a choisie en tout cas parce que nos équipements c'est une chose. La communication c'est bien, faut la faire très régulièrement, faut rabâcher. Il faut pas avoir peur de dire aux utilisateurs envoyez-moi, je vais contrôler, je vous dirai que c'est sûr. On le fera une fois, 2 fois et on le fera 100 fois si c'est nécessaire. Et s'appuyer, je le disais tout à l'heure, sur la vie courante parce que effectivement, on a les mêmes défauts que la sécurité routière. On en parlait la dernière fois. Tant que ça vous est pas arrivé, et ça arrive qu'aux autres. Et effectivement, quand vous allez vous retrouver avec vos données carte bleue, vos données personnelles, des choses comme ça, où vous allez vraiment être impacté, vous allez avoir une prise de conscience qui sera un peu différente. Et avant même de protéger l'entreprise, vous allez essayer de vous protéger vous-même. En vous protégeant vous-même, vous allez protéger l'entreprise et c'est l'objectif recherché. On travaille aussi avec Olfeo sur la partie sécurité positive parce que plutôt que d'afficher des messages pour dire non, le site est interdit, on va essayer de travailler justement sur pourquoi on l'interdit, quels sont les caractères dangereux pour notre entreprise, pourquoi faire du YouTube pendant toute la journée, parce qu'on l'a laissé tourner en boucle sur l'onglet derrière, ça implique pour tout le monde des réductions de bande passante sur le site. On a comme on dit tout à l'heure, on travaille sur des chantiers qui sont éparpillés un peu partout, où le support ADSL n'existe même pas, donc on travaille avec de la 4G quand on a de la chance. Et effectivement, quand on est sur des routeurs 3G et que vous avez un utilisateur qui se concentre à faire du YouTube, parce qu'il y a du bon YouTube, hein, on ne peut pas faire la catégorisation du bon et du mauvais YouTube, mais effectivement, celui-là, s'il vient effectivement impacter tout le reste et qu'on n'arrive pas à passer nos commandes, qu'on a des problèmes opérationnels, il n'y a que l'éducation malheureusement qui passera par là et qui nous permettra de nous sauver. Et donc, essayer de le transformer certains en maillons forts. Du coup, dans une table ronde, ce qui nous paraissait aussi important, c'est de pouvoir échanger avec vous, enrichir le débat avec des questions concrètes, puisque là, on a partagé un certain nombre de retours d'expérience, voire de bonnes pratiques vis-à-vis de la sécurité. Donc, ce que je propose, c'est qu'on puisse éventuellement donner un micro à la salle pour que vous puissiez poser vos questions directement aux intervenants. Bonjour, avez-vous activé le déchiffrement HTTPS et si oui, depuis quand ? Alors nous, ce n'est pas encore activé, c'est en projet pour 2018, comme on disait, on est en train de travailler avec Olfeo. Par contre, c'est une question incontournable, on sera contraint d'y passer. Voilà. Le débat, pour moi, n'existe pas, c'est une obligation d'y passer. De plus en plus de sites sont en HTTPS. Si on veut savoir ce qui se passe et on veut pouvoir détecter en amont, c'est une obligation. Donc pour le SCPO, on l'a mis en œuvre. Alors c'est pas encore basculé en production. Pour l'instant, on le teste sur un réseau avec un certain nombre d'usagers. La principale difficulté qu'on rencontre, alors en effet c'est incontournable, on ne peut pas y échapper maintenant, ça va être difficile de passer outre. La principale difficulté qu'on rencontre, en tout cas chez nous, c'est le fait qu'on ne maîtrise pas les postes clients. Alors quand vous maîtrisez les postes clients, c'est assez facile. Vous pouvez distribuer sur le poste client. Alors je fais un peu technique. Vous pouvez leur imposer un proxy explicite. Vous pouvez leur distribuer le certificat qui fait qu'ils feront confiance au tiers que l'on met, parce que le navigateur, il faut comprendre qu'un HTTPS, le navigateur, il n'a qu'une cible, c'est le site sur lequel le client essaie d'accéder. Si vous mettez un tiers entre ce site et le navigateur client, ce tiers-là est considéré comme quelqu'un qui intercepte le trafic et qui, a priori, peut faire quelque chose de malveillant. Donc, le client est par nature, le navigateur client est par nature suspicieux, et il a bien raison de l'être. Donc, dès lors que vous mettez ça en place sur des postes que vous maîtrisez, vous pouvez assez facilement passer outre ça et mettre en place ces pages d'interception, etc. Dès lors que vous voulez faire ça sur un réseau qui est
public ou avec des machines que vous ne maîtrisez pas, en effet, là, pour l'instant, on a des problématiques qu'il faut adresser, qu'on peut contourner avec du DNS, avec autre chose, mais voilà, c'est quand même... Mais de toute façon, on ne pourra pas y échapper. Et alors, bien entendu, en mettant il y a un certain nombre de données qu'on ne peut pas déchiffrer. Enfin, je ne sais pas, vous voulez en parler des données médicales ? Voilà. Voilà. Données bancaires, données médicales, enfin il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne sera pas autorisé à faire du déchiffrement, mais voilà. Mais sur la plupart des données, on pourra en faire. C'est forcément nécessaire. Bon, je vais dans le même sens. Ne serait-ce que, et on parlait tout à l'heure des cryptolockers, nous on interdit le téléchargement du crypto, enfin pas du cryptolocker, mais enfin d'un exécutable qui arriverait depuis l'extérieur, sauf à l'équipe informatique. Donc là, je rejoins ce qu'on dit, c'est les plus dangereux chez moi, c'est ceux que j'ai autour de moi. Mais je préfère l'autoriser à 15 personnes et à l'interdire à 2500 pour réduire la surface d'attaque. Et donc forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup de sites en HTTPS, et aujourd'hui, ce filtrage, il est inopérant, et donc on se met en danger si on ne le fait pas. Voilà. Au-delà du fait de tous ces témoignages, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a tous dans nos établissements des profils qu'on croit exister chez les autres et pas chez nous, et pourtant ils sont bien là. Je peux être Lionel Pasco, être soignant de nuit dans un centre hospitalier, dans un EHPAD, et toute la nuit il faut que je m'occupe et aller consulter mes mails et cliquer sur le mauvais bouton sur le poste de travail. Je peux être aujourd'hui sur un chantier, faire gardien de nuit. Et ça, on l'a vu beaucoup aussi. On a des exemples très concrets de ça où, en tant que gardien de nuit, on s'ennuie aussi. Et puis là, on va sur des sites qui sont susceptibles d'intégrer beaucoup de difficultés à notre système d'information. Là, on n'est plus dans le problème de la bande passante, on est dans le problème de l'infection. Je suis étudiant et j'ai un comportement d'étudiant, c'est-à-dire je vais défrayer la chronique ou en tout cas lutter contre le pouvoir en place. En tout cas, c'est tous ces éléments multiples, ces caractères multiples qu'on va retrouver dans toutes les structures. Et hélas, en tout cas, il faut généralement que ça tombe chez vous pour que, on parlait des budgets tout à l'heure, pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc il y a différents éléments sur lesquels on peut travailler. Moi, j'ai d'ores et déjà, en tout cas, je vous lance une perche à la suite de cet événement. On se rend compte que c'est en échangeant, en confrontant nos directions générales, les responsables de service, les directions informatiques, les directions financières, les directions multiples qui ont des prises de décision à faire pour vous aider, vous accompagner dans l'ouverture des budgets pour aller vers le best of breed, comme on l'appelle, c'est-à-dire le meilleur des produits, la démultiplication des solutions pour renforcer votre sécurité. Et pour vous aider dans cette démarche, le mieux, c'est quelquefois de faire intervenir ou de montrer des exemples concrets qui ne sont pas arrivés chez vous, mais qui sont arrivés chez le voisin. Donc aujourd'hui, on a des centres hospitaliers, des conseils départementaux, des mairies, des gens du privé, des gens de l'éducation. Nous souhaitons aujourd'hui accentuer ce partage d'expérience à travers peut-être un club utilisateur, même sûrement un club utilisateur qu'on pourrait animer, qu'on pourrait faire de manière ponctuelle. Si en tout cas vous êtes intéressé pour nous aider dans l'animation, en tout cas, ou pour regrouper des gens qui ont les mêmes thématiques et échanger, alors je ne vais pas dire échanger toutes les semaines, mais 2 fois par an peut-être autour de ces thématiques, mettre en place une charte, mettre en place le SSL, aller chercher du budget, sensibiliser sur les incidents, communiquer auprès des utilisateurs. En tout cas, n'hésitez pas à faire le suivi de cette journée en nous envoyant un mail ou en nous le notant sur le petit questionnaire qu'on vous fournira. Merci à vous 3.